Quelques phrases sur un média social ont semé un vent de panique d'un océan à l'autre cette semaine et c'est loin d'être fini. Pour en discuter, je reçois une personne avec qui je débat régulièrement, Jacinthe Varel. Ensemble, on se penche sur cette déclaration qui a marqué l'actualité. Bienvenue à Duo. Pas d'extrait audio cette semaine, étant donné que la déclaration de M. Trump a été faite et envoyée dans l'univers dans un format écrit. Donc, je vous lis un extrait de cette déclaration. I will sign all necessary documents to charge Mexico and Canada a 25% tariff on all products coming into the United States and its ridiculous open borders. Traduction libre, je vais signer tous les documents nécessaires afin d'imposer au Mexique et au Canada un tarif de 25% sur tous les produits entrant aux États-Unis par ces frontières ridiculement ouvertes. J'ai eu envie d'en jaser avec Jacinthe Varel parce qu'il y a une certaine unanimité face à Donald Trump dans les médias québécois. Quelques voix sont plus dissonantes, dont la tienne. Bienvenue, Jacinthe. Merci. Jacinthe, avant qu'on jase de notre sujet, j'aimerais que tu te présentes. Mettons que tu devais expliquer à ma tante Ginette qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu lui expliquerais ça? Je fais des analyses et du commentariat politique dans les plateformes de télévision et de radio et parfois des podcasts comme ici. Et puis, j'anime aussi des événements professionnels et je soutiens là, en développement économique certaines organisations qui font du développement économique, soit ici ou même à l'étranger. Super. Cette déclaration de Trump, t'en as pensé quoi? C'est une onde de choc, c'est une gifle au visage, mais en même temps, moi, j'aime bien voir dans l'adversité des opportunités. Alors, moi, je le vois comme une opportunité pour le Canada et pour finalement identifier nos leviers, nos stratégies, devenir un vrai joueur stratégique face aux autres États. On a tendance à voir beaucoup le monde comme un monde de calinours où on a des amis et des ennemis, où est-ce que l'ennemi est toujours l'autre et où est-ce que nos amis et nos ennemis sont toujours les mêmes, alors que le monde change, le monde est en constante évolution. En ce moment, en géopolitique, toute la planète est en restructuration, en retransformation. Il y a des grandes puissances montantes qu'on ignore depuis longtemps. Alors, c'est l'occasion pour nous. Je sais que je m'éloigne vraiment de l'onde de choc là, qui a été mise par Donald Trump, mais c'est aussi une claque pour nous ramener dans un monde plus réaliste, plus pragmatique et de regarder les choses en face. Non, mais tu t'éloignes pas parce que dans toute menace, il y a aussi des opportunités. Là-dessus, je suis d'accord. C'est sûr que quand on regarde le réalignement des alliances, des amitiés sur la scène internationale, ça peut faire peur aussi. Je reviens un peu sur la déclaration de Trump. Il a fait cette publication sur une plateforme qui s'appelle Truth. Est-ce que toi, tu es sur Truth? Je suis allée m'ouvrir un compte hier soir. Bon, ben c'est ça. Parce que moi, je suis pas du tout là-dessus, puis j'avais le goût de te demander qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme-là. Est-ce que c'est très différent de X? Mais je suis allée m'ouvrir un compte hier soir, alors j'étais tout perdue. C'est comme un nouveau réseau social à apprivoiser. Je peux pas, en ce moment, je peux pas commenter sur de quoi ça a l'air. On s'en reparlera. On s'en reparlera, mais de toute façon, il y a beaucoup moins d'abonnés sur ce réseau-là que sur X. Alors moi, je suis très présente sur X et déjà, en ouvrant mon compte, en me promenant un peu, j'étais pas nécessairement très attirée là, par cette plateforme-là, justement parce que ça semble peut-être être un peu plus une chambre d'écho. Moi, j'aime bien la confrontation des idées et sur X, elle existe. On revient un peu sur le contenu. Là, on parlait du contenant Truth. Moi, je ne suis pas du tout là-dessus. Là, je me suis ouvert en compte Blue Sky. Je suis un peu découragée du nombre de plateformes qu'on doit entretenir de nos jours. Donc, revenons sur le contenu. On parle, puis moi, j'en parle régulièrement sur cette plateforme parce que ça me passionne, du compromis en politique. Hein. Quand on fait de la politique, on n'a pas le choix de faire des compromis. Pour arriver à des compromis, il faut négocier. Des fois de façon formelle, des fois de façon informelle. Il y a des négociations qui vont avoir lieu entre le Canada et les États-Unis sur ces tarifs-là, sur toutes sortes de choses. Théoriquement, là, sans parler de celle-là en particulier, de façon générale, d'après toi, c'est quoi les clés du succès d'une bonne négociation en politique ou ailleurs? Tout d'abord, c'est de connaître nos positions de force. Quels sont nos atouts? Qu'est-ce qu'on a
que l'autre souhaite avoir de nous et quelles sont nos marges de manœuvre. Et ça, à ce chapitre-là, on a un gros exercice à faire au Canada parce que justement, on n'a pas un consensus entre les provinces sur nos ressources naturelles, sur qu'est-ce qu'on a comme ressources naturelles, qu'est-ce qu'on est prêt à céder, à quel prix, à quel coût, qu'est-ce qu'on est prêt à échanger. Donc, tous nos leviers... Il y a tellement de paramètres. Là. Pour se mettre d'accord sur quelque chose, déjà, c'est un défi énorme. Absolument. Et ça nécessite une grande conversation entre les provinces et notre premier ministre du Canada, chose qui n'a pas eu lieu dans les dernières années et finalement qui nous place en position de faiblesse. Alors, tout d'abord, en négociation, les clés du succès, c'est de connaître notre position de force, se construire une position de force. On n'est pas là jusqu'à maintenant, il va falloir le faire, mais on est en retard. C'est sûr qu'on est en retard parce que là, on vient de se faire gifler et on vient de se rendre compte qu'on ne connaît pas notre position de force, elle n'est pas bien documentée, il n'y a pas de consensus non plus entre les élus actuels des provinces et au Parlement canadien, ce qui fait en sorte que, bien là, on n'est pas nécessairement en position de force. Donc, ça, c'est de connaître nos leviers en ce qui a trait à notre propre connaissance de notre propre terrain et de nos atouts. L'autre chose, c'est de connaître la position, la posture de l'autre. Donc, quand on est dans l'émotif face à une administration Trump, quand on est dans le jugement, puis quand on est dans le mépris, ben, on n'apprend pas à connaître puis à s'intéresser au personnage, à ses politiques et à ses intérêts à lui. Et il y a une citation qui avait été faussement... Charles de Gaulle avait dit les États n'ont pas d'amis, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. C'est une citation là, qu'il avait repris d'un lord anglais qu'il avait utilisé là, en parlant de l'Angleterre, qui n'a pas d'amis ni d'ennemis permanents, elle n'a que des intérêts permanents. Donc, il faut connaître c'est quoi les intérêts des États-Unis, quels sont ces intérêts et qu'est-ce qu'on a à offrir et à négocier et qu'est-ce que les États-Unis ont à perdre. Parce que, bien sûr, on est dans une posture militaire et économique beaucoup plus vulnérable et faible que les États-Unis, mais il reste qu'on a des leviers. Et si on ne connaît pas ce que l'administration Trump souhaite avoir de nous, souhaite ne pas céder, ne désire pas perdre, bien, on n'est pas en posture de négocier avec les meilleures clés du succès. Puis j'ai quand même l'impression que le consensus aux États-Unis part de façon moins compliquée parce que ça fait moins de débat. En fait, les Américains ne pensent pas beaucoup à nous. Je pense qu'ils pensent plus au Mexique, étant donné l'arrivée plus massive de gens qui passent par la frontière au sud, les questions de criminalité. Mais les États-Unis ne pensent pas à nous, alors que nous, on pense beaucoup aux États-Unis. C'est 70 % de nos échanges commerciaux, évidemment, la première puissance mondiale qui est notre voisin et tout ça. Donc, on ne part pas à armes égales de toute façon. Donc, les débats dont tu parlais, les consensus qu'il faut aller chercher à l'interne, c'est déjà un énorme défi. Puis ce retard-là est exacerbé aussi par le fait qu'on a un premier ministre du Canada qui est affaibli. On est en fin de régime. La dernière négociation qu'il y avait eu pour le libre-échange pour la CEUM, on était dans un autre contexte à moins de 2 ans de l'arrivée au pouvoir du gouvernement Trudeau. Là, on est dans un autre univers. Je regardais Pierre Poilievre toute la semaine poser des questions hyper tricky au premier ministre sur ces enjeux-là. On n'a pas l'impression qu'on va avoir un phénomène de rally around the flag, là, où est-ce qu'on met la partisanerie de côté puis qu'on se met tous derrière notre premier ministre pour qu'il aille négocier avec son équipe de négociation, évidemment. Comment ça va affecter la négociation? Puis il risque d'avoir une campagne électorale en plus cette année? Oui, on est vraiment en position en posture de faiblesse, justement parce qu'on manque d'unité, on manque de dialogue depuis longtemps, puis ça se reconstruit pas en quelques semaines. Mais en même temps, les élections, c'est normal, puis la partisanerie, c'est normal aussi. Absolument, absolument. Et c'est là où peut-être que Justin Trudeau devrait nommer un interlocuteur crédible. J'allais dire neutre, mais on n'est jamais neutre. Il n'y a personne qui est neutre. Mais moins dans la joute politique Exactement. quotidienne. Puis il y avait eu, dans la dernière négociation, des conservateurs qui avaient été nommés aussi là, pour travailler sur ça. Là, on est vraiment dans une dynamique où on ne sent pas qu'il va y avoir une énorme transpartisanerie là, sur ces questions-là. Non, absolument pas. C'est pour ça que si on avait un interlocuteur qui est nommé et qui nous représente dans les négociations avec Donald Trump, je pense que ce serait la meilleure stratégie à adopter parce à ce moment-là, lui pourrait faire le pare-feu entre toutes nos discussions à l'interne, nos discussions et nos déchirements de chemise entre les différents partis et finalement garder une posture crédible face à l'administration Trump parce qu'en ce moment, même Justin Trudeau, il y a une histoire avec Donald Trump et il manque de crédibilité pour faire face à son adversaire. On le voit d'ailleurs
d'ailleurs, à la sortie de la discussion téléphonique entre Donald Trump puis la présidente du Mexique, il a dit finalement, il était ravi de sa discussion parce qu'elle avait une posture de force. C'est juste le commentaire qu'il a à la sortie d'une discussion avec Justin Trudeau ou avec la chef d'État du Mexique. On voit que le rapport de force, cette posture de crédibilité est davantage bien perçue de la part de Donald Trump du Mexique que du Canada. Alors, en même temps, Trump, c'est pas un politicien comme les autres. Tu sais, tantôt, tu disais on est émotif, on est dans le jugement face à Trump, mais comment on agit face à quelqu'un comme ça qui lance une affaire de 25 % de tarifs? C'est capoté. Puis c'est capoté pour son économie aussi. Un mercredi soir sur les plateformes de médias sociaux, comment on agit comme pays face à ça? Comme je disais tantôt, il faut vraiment bien connaître le personnage, bien connaître ses tactiques, ses stratégies. Il a écrit un livre, d'ailleurs, dans lequel, il y a plusieurs décennies, il a écrit un livre qui décrit très bien les mécanismes avec lesquels qu'il utilise pour faire ses négociations. Et un de ces mécanismes, c'est d'intimider. J'espère que notre gouvernement l'a lu. Oui, espérons. Mais il intimide son interlocuteur et il se place en position de force. Et face à ça, il ne faut pas non plus tomber dans le piège d'adopter une posture de soumission. Moi, je dis souvent, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il veut, puis s'assurer qu'on arrive à des négociations qui sont qui nous permettent d'avoir satisfaction des deux parties, mais satisfaction. Donc, oui, on vise la satisfaction de Donald Trump, mais c'est pas non plus en devenant soumis et complètement faible face à lui. Il faut avoir une posture de force. C'est ce que le Mexique a fait et ça a très bien fonctionné. Le Mexique a dit, attention, si on embarque dans le jeu de l'escalade des tarifs, personne ne va s'en sortir gagnant et c'est l'économie de tous les 3 pays qui va décliner. Dans le contexte qu'on voit arriver, là, qui va arriver cette année, avec Trump qui arrive, avec des élections au Canada, avec un jeu partisan qui est pas toujours évident pour faire des négociations, penses-tu qu'on peut, à la fin de tout ça, puis je sais, tu n'as pas de boule de cristal, on fait de la politique fiction, mais penses-tu que c'est vraiment possible d'arriver à un accord gagnant-gagnant? Tu sais, surtout, Trump a mis la barre très haute, là. 25 % de tarifs tant que tous mes désirs ne seront pas, tu sais, c'est un peu comme une menace. Qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait une victoire, mais que nous aussi, on ait une victoire? Parce que c'est ça l'objectif d'une négociation. Absolument. Y crois-tu? Ça va dépendre qui est aux commandes. Vraiment, si en ce moment, c'est Justin Trudeau et qu'il n'est pas à l'écoute des provinces, qu'il n'est pas à l'écoute des conseillers seniors qui pourraient l'entourer, des gens qui ont déjà fait ça, j'ai l'impression que ce sera difficile, mais ça dépend qui est aux commandes parce qu'on a des leviers. On en a des leviers, on a des ressources naturelles qui sont importantes au-delà des enjeux de tarifs. Là, on a des ressources... Des minéraux, de l'eau. Exactement. Notre énergie, l'eau, le gaz, l'électricité. Donc, on a des leviers. On a aussi la capacité de faire du ménage et dans ce que Donald Trump nous demande de faire par rapport à la gestion de la frontière. Tout le monde est un peu d'accord, on s'entend. Absolument. Mais il y a aussi un sous-entendu derrière ça qu'on doit lire. Il y a une toile de fond derrière ça. En défense, est-ce qu'on fait notre part? Il n'en parle pas directement, mais on le sait que ça fait partie de ses préoccupations, qu'on ne met pas notre 2 % du PIB dans notre budget de la défense. L'Arctique, qui est fortement occupé en ce moment même, par des sous-marins russes, par des bases russes qui sont en train d'être complètement revampées. Mais ça, là, Jacinthe, tu sais, tu dis Justin Trudeau n'est pas la bonne personne. Je vais pas nécessairement m'obstiner là-dessus avec toi, mais d'imaginer un Pierre Poilievre, par exemple, qui est premier dans les sondages depuis longtemps et qui, même si on repousse la date de l'élection avec des mesures comme nous a envoyé des chèques et tout ça, on sait comment ça va finir un peu cette histoire-là, à moins d'un revirement de situation complet. Même un Pierre Poilievre face à Trump, je veux dire, 25 % de tarifs, tant qu'on n'aura pas sécurisé entièrement notre frontière, tant qu'on n'aura pas mis le pourcentage de notre PIB qu'on doit mettre dans l'OTAN et dans la défense, même pour Pierre Poilievre, c'est un défi qui est quand même difficile. Puis les conservateurs, quand ils étaient au pouvoir, ils ont coupé aussi dans nos budgets de défense. Ça va-tu vraiment changer quelque chose? Est-ce que Donald Trump s'intéresse vraiment tant que ça aux résultats ou
il a aux un apparences discours politiques. Ben Ouais. oui, il y a un discours politique derrière ça pour satisfaire sa base, pour montrer qu'il est aux commandes dès les premiers jours, même s'il n'est pas encore, même si son assermentation n'a pas eu lieu en janvier C'est une prochain. démonstration de C'est une force. démonstration de force, une démonstration qu'il prend les choses au sérieux, puis que c'était pas juste un discours qu'il tenait pendant une campagne électorale, puis après il s'assoit. Donc nous, Il veut prendre aussi toute la place pendant les derniers mois de l'administration Biden. Hein. Il a Oui. décidé qu'il allait dominer l'actualité. oui, ça va être son show à lui. Et à ce chapitre-là, il faut comprendre ça aussi. Et on peut jouer dans le même tableau. On peut, nous aussi, faire des démonstrations de force où on est en train de prendre en charge la sécurité de notre boy. pays. Ben, Il me absolument. semble que quand on parle du Canada, on nous décrit toujours comme si on s'excusait tout le temps, puis qu'on était poli, puis qu'on allait chez Tim Hortons. C'est justement l'attitude qu'il faut changer. Il faut démontrer qu'on a de la force, qu'on est conscient de notre valeur, de notre position géographique dans l'échiquier géopolitique Mais mondial. comment on fait ça actuellement. sans tomber dans le niveau, des fois, très bas de qualité là, de la politique, en tout cas à mon humble avis, de Trump? Comment on fait pour être face à cette personne-là sans tomber dans les extrêmes, dans la déformation des propos, dans les attaques personnelles? Bien, comme tu le disais tantôt, comme on est en période préélectorale, c'est un terrain très miné pour nous. C'est pour ça que je soutiens, puis je vais le répéter souvent, mais il faudrait nommer quelqu'un qui va vraiment s'assurer d'entamer ces discussions avec Donald Trump, quelqu'un qui n'est ni du cabinet de Justin Trudeau, ni du cabinet de Pierre Poilievre, mais quelqu'un on nomme un interlocuteur principal parce qu'en ce moment, la situation pourrait trop glisser dans la partisanerie et ça nous placerait en position de posture. Ce n'est pas dans l'intérêt du Canada qu'en ce moment, ce soit ni le premier ministre, ni non plus le chef du Parti Ni conservateur. Chrystia Freeland. Absolument pas. Je le disais d'entrée de jeu, il y a une certaine unanimité. Là. Si on faisait des sondages au Québec, puis je pense qu'il y en a eu même sur si on est démocrate ou républicain, puis notre appréciation de Donald Trump, c'est pas quelqu'un qui est très populaire au Québec. C'est un défi aussi pour journalistes et chroniqueurs de couvrir cet homme-là, puisqu'il sort tellement du cadre. Il nous bombarde de toutes sortes d'affaires plus spectaculaires les unes que les autres. On dirait des fois on perd le fil. Comment tu trouves le traitement médiatique de Trump au Québec? Je trouve qu'on tombe facilement dans le sensationnalisme. C'est cliché. Mais il est sensationnel. Mais il est. Ben oui, c'est un homme de spectacle, c'est un one-man show. Absolument, ça n'arrête pas. Là. Absolument. Et c'est dommage parce que, justement, on a tous une vie très occupée. Il faut avoir pris le temps d'écouter ces longues entrevues. Il faut avoir pris le temps d'écouter ces rallyes au complet. C'est oh mon longues Dieu, allocutions. c'est vrai que c'est long, là. C'est très long, mais ça nous permet de mieux cerner le personnage. Moi, je le compare souvent à un oncle que j'ai eu dans ma famille. C'est vrai qu'il fait mon oncle. Je le compare à un oncle dans ma famille qui avait toujours un petit verre dans le nez puis qui faisait des blagues déplacées puis qui était comique. Moi, je le trouvais comique. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir prendre au sérieux et prendre à la légère une portion de ce qui sous-tend le discours de quelqu'un. Moi, je sais que je me fais mépriser, ridiculiser, je me fais critiquer parce que je dis ouvertement, moi, je le trouve drôle, Donald Trump, mais je suis pas... faut toujours rester dans la posture où c'est un homme politique et on peut s'attarder à sa vie personnelle, mais si on commence à s'attarder au personnage ou à la grossièreté du personnage, on passe peut-être à côté de quelque chose aussi, puis surtout dans le contexte de la négociation. Oui. Parce que on est obligé de toute façon. Autant comprendre comment la bibite fonctionne, puis c'est quoi ses vrais intérêts, dans le fond. Absolument, absolument. Il faut ça, regarder le fond. Les médias, on aurait avantage, tu penses, à essayer d'ignorer un peu plus le sensationnel puis d'aller un peu plus en arrière de cette façade-là? Oui, aller plus sur le fond que sur la forme. Sur la forme, on peut en parler pendant des heures de Donald Trump, mais allons sur le fond parce qu'il y en a un et c'est dans notre intérêt d'aller sur le fond. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur de le légitimiser en passant outre ces insultes, la déformation des propos, la déformation des faits et tout ça. Penses-tu que ça pourrait avoir cet impact-là, tu sais, le fait de laisser passer puis de ne pas dénoncer? Bien, il est de bonne convenance de dénoncer son comportement à l'égard des femmes, de dénoncer toutes sortes de mauvais choix ou de mauvais comportements qu'il a eus. À l'égard des femmes notamment. Puis des affaires racistes aussi.
Absolument. Mais quand on fait ça, puis quand on ne fait que ça, on passe à côté de l'essentiel de son message parce qu'il reste que... C'est peut-être ça qu'il veut. Il reste que... Ben oui, puis les Américains ne l'ont pas choisi pour être leur conjoint. Il n'y a pas grand monde qui le choisirait pour être son conjoint, j'imagine. Ben, il y a Melania, là, qui est là pour le plaisir. Mais ils l'ont choisi pour diriger un pays, la plus grande puissance militaire du monde, la puissance économique, la plus grande puissance économique au monde aussi. En terminant, tu t'es présenté 2 fois aux élections. Pas plus, hein? J'ai bien... 2 fois. OK. Tu chéris beaucoup ta liberté de parole. Tu es quelqu'un qui fait beaucoup l'apologie de la liberté d'expression, notamment. Si tu te lançais en politique, penses-tu que tu vivrais bien avec la ligne de parti qui viendrait avec? Ça dépend, c'est quoi la ligne? Oui, fait qu'il y aurait une ligne avec laquelle tu serais à l'aise? Ah oui, absolument. Ben, je l'ai fait les 2 fois où je me suis présentée en campagne électorale. On doit supporter un programme politique et on doit être en appui à ce programme-là. On doit le défendre aussi. Donc, j'étais très à l'aise dans ce rôle-là. Mais justement, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai changé de parti politique entre mes 2 candidatures. J'ai été candidate en 2018 avec un parti, en 2022 avec un autre parti. Certains ont qualifié ça de toutes sortes de qualificatifs. Je passais par là, moi aussi, t'en fais pas. Mais reste que l'objectif était d'être à l'aise avec le parti, avec le programme que je présentais. Alors, quand on se lance puis qu'on est à l'aise avec un programme, ben oui, on est à l'aise avec la ligne. Oui, en même temps, on n'est jamais... Ça peut évoluer. Je suis bien placée pour t'en parler aussi, je partage ça avec toi, mais même si on est à l'aise avec la plupart des choses, les compromis font partie de la politique, je le disais d'entrée de jeu, mais c'est impossible d'être d'accord puis 100% à l'aise avec tout. Puis tu sais, dans notre rôle de chroniqueuse, on peut dire tout ce qui nous passe par la tête, on peut dire le fond de notre pensée. En politique, il y a quand même quelques couleuvres à avaler. Est-ce qu'on va te voir te lancer dans les prochaines années? Est-ce que la politique t'attire encore? La politique m'attire encore. J'ai 45 ans. Il y a des gens qui se lancent en politique jusqu'à 60, 70. Le 45 ans en politique, c'est très jeune. C'est là. jeune, justement. Oui. Alors, c'est sûr que je peux absolument pas dire à ton micro ce matin, non, je me lancerai pas jamais en politique. Tu fermes pas la porte. Non. C'est bon. Merci pour cette discussion. Merci, Antonine. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram pour suivre la sortie des épisodes. Quand les plateformes d'écoute vous le permettent, de donner une note, un 5 étoiles est toujours apprécié. Ça nous permet de plus rayonner. On se retrouve bientôt. Bye!